Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo proposée par le site easyshaman.com. Avant de commencer, n'oubliez pas qu'un petit pouce levé et un abonnement sont le meilleur moyen de soutenir mon travail. Merci pour votre fidélité. Sans plus tarder, voici notre sujet du jour. Bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à une idée assez vertigineuse. L'idée que regarder le monde, ce n'est pas du tout un acte passif. C'est en fait un processus actif, une participation qui, littéralement, contribue à créer ce que l'on est en train d'observer. Pour commencer, prenons une analogie toute simple. Imaginons qu'on est à une soirée. On se met dans un coin en pensant juste observer la scène telle qu'elle est. Mais en réalité, c'est un leurre. Notre simple présence, le fait qu'on soit là, ça modifie déjà le comportement des autres. Eh bien, en science, le principe est le même, mais à une échelle beaucoup plus fondamentale. Il faut dire que pendant très longtemps, l'idéal de l'objectivité, c'était le mythe du chercheur totalement neutre. Vous savez, cette image de la mouche sur le mur qui pourrait tout voir sans jamais rien influencer. Mais comme on va le voir, cette belle idée est en train de voler en éclats. On va donc commencer par déconstruire ce grand mythe, celui d'un regard pur qui serait détaché de toute influence extérieure. Et l'argument ici est assez radical. Nos idées préconçues, nos théories, elles déterminent en profondeur ce que nos yeux sont même capables de percevoir. Ça nous amène à un concept qui est absolument clé. L'observation est ce qu'on appelle chargée de théorie. Pour se faire une image, c'est un peu comme si on portait en permanence un filtre Instagram invisible, un filtre qui colore absolument tout ce qu'on voit. Autrement dit, on ne regarde jamais le monde avec un œil totalement neuf. Donc le point crucial à comprendre, c'est que la perception, ce n'est pas une simple réception d'informations, c'est une interprétation active qui est façonnée par tout notre bagage intellectuel. Et pour bien saisir ça, rien de mieux qu'un exemple historique concret. Prenons deux astronomes du XVIe siècle, Tycho Brahe et Johannes Kepler. Imaginons-les sur la même colline, au même moment, regardant le même lever de soleil. Pourtant, ils ne voient pas la même chose. Pour Brahe, qui est convaincu que la Terre est immobile, ce qu'il voit, c'est le Soleil qui bouge dans le ciel. Logique. Mais pour Kepler, qui sait que la Terre tourne, ce qu'il voit, c'est la rotation de notre planète qui donne cette illusion. On a donc les mêmes photons, les mêmes yeux, mais au final, deux réalités cosmiques totalement différentes, simplement dictées par leur théorie. Ok, maintenant passons de l'esprit du scientifique à la réalité bien matérielle du laboratoire. Parce qu'observer, ce n'est pas juste une question de pensée, c'est surtout une question de pratique, de faire. Observer un phénomène vraiment complexe, comme une protéine ou un trou noir, ce n'est pas simplement regarder dans un microscope. Non, c'est un processus de traduction incroyablement sophistiqué. Il faut transformer la matière brute, qui est souvent invisible, en quelque chose de lisible pour nous les humains. Des courbes sur un écran, des chiffres dans un tableau, des images. Ces fameuses inscriptions sont en fait le résultat final d'une très longue performance. C'est vraiment un peu comme une recette de cuisine très complexe. Il faut des protocoles ultra précis, des machines réglées au millimètre près et souvent toute une équipe de techniciens. L'observation scientifique, c'est un véritable sport d'équipe, un orchestre où chaque instrument doit être parfaitement accordé pour que ça fonctionne. Et au cœur de toute cette performance, il y a une compétence absolument cruciale, le savoir-faire tacite. C'est cette connaissance pratique qu'on a dans le corps, qui ne s'apprend pas dans les manuels. C'est exactement comme faire du vélo. On ne peut pas vraiment l'expliquer avec des mots, on le sent. Avoir un bon œil au labo, c'est souvent ça, un savoir-faire qui a été développé après des années et des années de pratique. Et c'est là que les choses deviennent vraiment vertigineuses. Si différentes pratiques d'observation créent différentes inscriptions, est-ce que ça voudrait dire qu'elles pourraient créer différentes réalités? Prenons un exemple très parlant, l'athérosclérose. Pour un pathologiste qui regarde un échantillon au microscope, c'est une structure de cellules modifiée. Pour un chirurgien qui touche la plaque avec son scalpel pendant une opération, c'est quelque chose de dur, de solide. Et pour la personne qui en souffre, c'est une douleur aiguë dans la poitrine en montant un escalier. On a donc trois expériences, trois réalités très tangibles de la même maladie. Alors, la question qui tue se pose, est-ce que c'est juste la même maladie, vue sous des angles différents? Et la réponse, elle est assez stupéfiante. Non. Selon certaines approches philosophiques contemporaines, ce sont des réalités distinctes, qui sont mises en acte par des pratiques différentes. Le microscope ne fait donc pas que révéler la maladie, d'une certaine manière, il participe à la créer sous cette forme spécifique. Ce concept porte un nom, le réalisme agentiel.
L'idée centrale, c'est que l'observateur et l'observé ne sont pas deux entités séparées qui préexistent à la rencontre. En fait, ils émergent ensemble dans ce qu'on appelle une intraction. L'appareil de mesure n'est pas un outil passif, c'est lui qui effectue une sorte de coupure dans la réalité, décidant de ce qui va devenir visible et de ce qui restera caché. Bon, maintenant qu'on a vu ces concepts philosophiques, passons à leurs conséquences très, très concrètes. Parce que si observer, c'est créer, alors observer, c'est aussi intervenir. Et ça, c'est un acte qui peut être profondément politique. Prenons l'exemple de la pollution marine. La définition d'une eau propre n'est pas une vérité absolue qui tombe du ciel. Non, elle dépend entièrement des instruments de mesure qu'on utilise. Où est-ce qu'on place les capteurs? Quel seuil de détection est-ce qu'on choisit? Toutes ces décisions, qui ont l'air purement techniques, ont en réalité des impacts politiques directs. Et ce graphique illustre ça brillamment. Si les capteurs officiels sont placés loin des côtes, on peut littéralement produire une mer propre sur le papier, alors que la réalité près du rivage est peut-être complètement différente. L'acte d'observer définit ce qui va compter comme un problème et par conséquent ce qui peut être ignoré. Alors, si le vieux rêve d'objectivité, cette fameuse vue de nulle part, est un mythe, qu'est-ce qu'il nous reste? Est-ce qu'on doit tout abandonner et tomber dans un relativisme total où tout se vaut? Pas du tout, bien au contraire, on passe en quelque sorte à une objectivité 2.0. Le but n'est plus d'essayer d'atteindre une impossible vue de nulle part, mais plutôt d'assurer une vue de quelque part. La rigueur, ça ne consiste plus à faire semblant d'être absent, mais à décrire avec la plus grande précision possible comment on est présent, avec quels outils et avec quelle théorie en tête. C'est ce qu'on pourrait appeler une épistémologie de l'enchevêtrement. Le point vraiment crucial ici, c'est que l'implication de l'observateur n'est plus vue comme un défaut de rigueur. Au contraire, elle impose une nouvelle forme de rigueur, la responsabilité. La responsabilité de rendre compte de sa propre position et de l'influence qu'on exerce. Alors pour résumer tout ça, premièrement, l'observation n'est pas passive, c'est une participation active. Deuxièmement, nos théories, nos outils, même nos corps, tout ça façonne ce que l'on voit. Troisièmement, cet enchevêtrement exige une nouvelle forme d'objectivité, plus responsable. Et enfin, la science n'est peut-être pas le catalogue des faits du monde, mais plutôt le récit passionnant de notre rencontre avec lui. Et cette question finale, elle ne s'adresse pas qu'aux scientifiques. Puisque tout regard est une force et que toute attention est une intervention, la question se pose en fait à nous tous au quotidien. Quelle coupure allons-nous faire aujourd'hui? Quel aspect du monde allons-nous choisir de mettre en lumière? La réflexion reste ouverte. Avant de partir, un petit pouce levé et un abonnement sont le meilleur moyen de soutenir mon travail. Merci pour votre fidélité. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez également me retrouver sur le site easyshaman.com. À très bientôt.